Bonjour et merci d'être à l'écoute de The Sound of Elsa's Bands, le podcast qui vous fait découvrir des auteurs, compositeurs, interprètes des groupes de rock, pop, metal, folk, jazz, électro et tous ceux que l'on ne peut pas mettre dans une case. Ils vous racontent leurs histoires, leurs projets, leurs actualités, leurs anecdotes et vous donneront rendez-vous dans les endroits où vous pourrez les voir et les écouter. The Sound of Elsa's Bands, c'est l'actu des musiciens en Alsace. Coucou les amis, merci d'être à l'écoute de ce troisième podcast consacré aux musiciens de la scène alsacienne. Aujourd'hui, je reçois les Blues Dogs. Leur musique s'abreuve au fleuve du blues et du rock des années 70, mais s'inspire également d'artistes contemporains tels que Doyle Bramall ou les Los Lobos. Salut les Blues Dogs. Yeah. Salut. Alors aujourd'hui, j'ai Jeepus Blues que certains connaissent déjà à travers ses multiples fonctions, on va dire, de bluesman. Hein, on y reviendra tout à l'heure si tu veux bien. Yves qui est bassiste et Sébastien batteur. Donc il nous manque Nico aujourd'hui qui malheureusement travaille. Lequel d'entre vous va se jeter à l'eau pour faire l'historique du groupe? Allez, vas-y, j'y passe. On compte sur moi. toi. Alors, le groupe, en fait, il s'est créé. La première petite graine a été semée une fois où Seb et Yves donc cherchaient à monter une nouvelle formation. Donc on s'est rencontrés. À l'époque, je jouais encore dans Mojo New Line. Puis on avait fait un essai qui s'était avéré assez positif. On était assez sur la même longueur d'onde. Et puis finalement, dans l'intervalle, ils ont monté un autre groupe qui s'appelle les Smoking Kills. Et un peu plus tard, donc en parallèle des Smoking Kills, ils ont rencontré Nicolas, donc qui est le guitariste du groupe. Et ils se sont mis à jouer tous les trois, voilà, comme ça, déjà pour voir comment ça tournait. Pour planter une autre petite graine. Voilà. Et puis ils se sont aperçus que pour faire germer cette petite graine, il fallait un peu l'arroser d'un peu d'expérience et d'un peu de quelques notes de chant. Donc ils m'ont contacté en se disant « Oh mais oui, le vieux barbu là !» On a 2 graines, on fait un greffon. Voilà. Et on voit ce qui se passe. Et donc c'est comme ça qu'on a démarré. On a fait une première répète et puis finalement on s'est dit qu'on était plutôt sur la même longueur d'onde. Blues compatible. Blues compatible, voilà. Et puis on a monté ce groupe autour d'un répertoire repérer ce qui nous correspondait le mieux. Et c'était un répertoire que moi, personnellement, j'avais pas du tout l'habitude de jouer parce que c'est rock des années 70, rock blues. Et moi, j'étais plutôt dans une démarche plutôt blues vraiment pur et dur, ou alors le versant soul music. Et donc là, ça m'a un peu mis un coup de pied aux fesses parce qu'il a fallu aussi le fait qu'on joue à 2 guitares. C'est une chose que j'avais assez rarement faite auparavant. Je jouais plutôt tout le temps avec soit un harmoniciste, soit un clavier. Donc voilà, on a trouvé nos marques petit à petit et puis on a commencé à développer un son relativement original. Dans le sens où Nicolas est un guitariste très polyvalent et assez inventif aussi, donc avec une solide section rythmique et puis moi au chant, voilà, tout doucement on a posé les jalons pour ce groupe à la fois inspiré donc du blues rock des années 70, que ce soit Johnny Winter, Rick Derringer, Cream, des groupes comme ça. Et puis avec une touche plus moderne, avec, comme tu le disais, Doyle Bramall le second et Los Lobos, ou Joe Bonamassa par exemple. Alors moi j'ai eu la chance de vous écouter puisqu'on a partagé la scène ensemble à Fessenheim lors d'une fête de la musique. Alors, on peut dire à nos auditeurs que c'est extrêmement rigoureux. Moi personnellement j'ai pris une claque en vous écoutant par la mise en place de vos morceaux. On a toujours cette sensation que la musique avance tout en restant sur le même tempo. Et c'est vraiment super agréable à écouter. Alors ouais.
Sauvé Seb. Ouais. Seb est sauvé. Mais voilà, donc à nos auditeurs, je vous engage effectivement dès que vous avez l'occasion d'aller écouter les Blues Dogs, il faut vraiment y aller. Alors c'est vrai que c'est de la musique, on va dire, du blues, mais je dirais qu'elle n'est pas accessible, à part aux bluesman. Mais justement, je veux dire, cette mise en place, cette façon de jouer, on va dire qu'on pense un petit peu, je dirais, peut-être la frustration de gens qui, quand ils vont au concert, ont envie d'écouter des choses qu'ils connaissent. Là, vraiment, on est vraiment dans le blues pur et dur, quoi. Ouais, enfin, pour des gens qui sont extérieurs au blues, les gens peuvent penser que c'est du blues. En fait, on est plus proche, je pense, dans notre démarche et même dans le son du groupe, on est plus proche d'un rock teinté de blues que de blues. Parce que moi, je suis un vrai aficionados du blues. J'en joue depuis quelques années. Et on est plus... Tu peux dire, hein. Oui, je sais pas, une quarantaine d'années. Et on est plus proche d'un truc un peu hybride entre le blues et le rock. Mais bon, c'est vrai d'énormément de formations de l'époque des années 70, parce que la plupart ont commencé en jouant du blues, en imitant les bluesmen nord-américains, mais inévitablement, quand c'est des gens, les musiciens de la perfide Albion ou même des Américains, bon, bah, on n'est quand même pas noirs et pour certains pas américains, donc on fait une version différente et je crois que c'est ce qui passe à travers notre musique. Après, le fait que les gens puissent éventuellement penser que c'est pas élitiste, mais disons pas, ça résonne pas forcément à l'oreille des gens, c'est parce qu'aussi on choisit des morceaux qui ne sont pas les plus populaires dans le style. On cherche aussi des morceaux qui nous font travailler le son du groupe. Par exemple, Doug Bramall, c'est un artiste que moi je révère. C'est un guitariste du Texas qui a joué notamment dans une formation qui s'appelait les Archangels et qui est un des guitaristes piliers de la scène d'Austin au Texas. Et donc, on ne peut pas dire que ce soit un artiste qui soit grand public. Il joue avec Eric Clapton, il a fait plusieurs tournées avec lui, mais c'est pas un artiste qui est connu comme par exemple peut l'être Clapton lui-même ou des gens comme Rory Gallagher. Disons aussi qu'on avait déjà tous eu des expériences dans d'autres groupes où on avait fait des reprises de blues, on va dire plus conventionnelles, toi, du Hendrix, du Vaughan et ce genre de choses, quoi. Et on voulait pas une énième fois retomber dans, on va dire ce piège, quoi, mais c'est un peu fort, mais on voulait pas retomber là-dedans. On voulait quelque chose d'un petit peu plus où tout le monde ne reconnaisse pas forcément tout de suite et où on puisse y mettre peut-être plus facilement notre patte aussi, puis sortir, se faire plaisir en allant chercher des choses un petit peu plus rares, quoi. Ouais. Donc, C'est agréable, en fait, c'est vrai que vous vous rapprochez, alors c'est plus du rock, blues, comme tu disais. Alors c'est vrai que souvent, alors j'ai déjà entendu comme ça, à droite à gauche, oui, le blues c'est des solos de guitare interminables, donc du coup, on aime bien, on adore ça, mais parfois c'est un petit peu lassant, on ne retrouve pas ça chez vous. Donc vous, quand vous jouez un morceau, c'est un morceau qui va durer entre 3 et 4 minutes, mais en général, c'est quand même pas des solos de guitare Non, qui s'étalent sur... on est plus dans une démarche de servir la chanson. C'est pas quand on est dans une formation blues classique, hein, en général, il y a plusieurs instruments solistes. Donc, par exemple, si on prend l'idée qu'avait Muddy Waters quand il a développé le son du Chicago Blues, il y avait un pianiste, des guitaristes et un harmoniciste. Et très souvent, chacun prend son chorus, donc forcément, voilà, ça tire en longueur. Nous, c'est en général plus ramassé. Après, on ne s'interdit pas de faire évoluer des climats et d'étirer un peu le morceau quand c'est nécessaire. Alors après, ça dépend aussi des occasions. Si on a l'occasion de jouer plus longtemps ou pas. de l'ambiance du moment. Voilà, de l'ambiance du moment. Des fois, Nico, c'est prévu qu'il fasse un tour et puis en fait, il est tellement en rage que bon, 2, 3, après 4, tu vois, ça dépend Ouais. du moment, quoi. Vous répétez régulièrement? Comment ça fonctionne chez vous au niveau du travail? En fait, on a répété beaucoup pour la mise en place du répertoire. Et puis,
Après, on répète quand on a des dates, quoi. On a aussi pas mal bossé sur des compos qui ne sont pas la majorité du répertoire, mais qui commencent tout doucement à évoluer. L'idée, c'était d'aller jusqu'à un tiers du répertoire qui serait des compos. Donc voilà, on répète aussi en fonction des disponibilités de chacun, et puis surtout quand il y a des dates qui se présentent pour voilà, faire les mises en place. Mais sinon, le répertoire est quand même bien assimilé. On est quand même ensemble depuis 2018. Donc on a quand même eu le temps d'un peu de rôder la formule. On a quand même joué pas mal. Après, en fonction.
Au niveau des compositions, qui compose dans le groupe? Est-ce que c'est un travail collectif? Alors, au départ, c'est des propositions individuelles. Moi, j'en ai proposé quelques-unes. Nico a aussi de son côté des idées. Et puis ensuite, on met tout ça sur la table, tous ensemble, parce que on a toujours des versions très... Enfin, moi, personnellement, quand je fais des compos, je fais toujours des versions très épurées, c'est-à-dire il n'y a pas de basse. Il y a en général juste une boucle de batterie derrière qui m'aide voilà, à appuyer la rythmique. Mais il y a pas de break, il n'y a pas de pont, enfin, rarement. Donc après, quand on est ensemble, on se met d'accord. Et puis, des fois, on développe le morceau vers des allées qui sont pas prévues au départ parce que moi je l'ai entendu d'une certaine manière quand je l'ai composé, et puis ensuite ça se transforme. Pareil pour Nico, il est venu juste avec, à une époque, il est venu avec un riff il appelait la cabane, qui est devenu So Many Worries. Entre le riff qu'il a amené et le morceau final, il y a quand même une sacrée évolution. Et après, dans certains morceaux, même, des fois, on rajoute des choses. Par exemple, on a un titre dans lequel on a rapporté un pont sur la fin du morceau, un espèce de pont ad lib comme ça, avec un passage instrumental qui lorgne un peu vers les Allman Brothers. Et ça, c'est vraiment arrivé du fait de le jouer ensemble et puis de se laisser l'opportunité de laisser le morceau aller là où il doit aller. Des fois, tu as une idée préconçue quand tu le fais chez toi face à ton ordinateur, la guitare en main. Et puis après, ça évolue. En plus, le texte n'est pas toujours... il est rarement, je devrais dire. Dans mon cas, il est rarement écrit avant la musique. En général, je pars toujours dans la musique et ensuite j'écris les paroles. Et donc, c'est la magie d'être à quatre individus qui ont chacun un passé musical différent, chacun des influences différentes. Et du coup, c'est un peu ça la magie du truc, quoi. C'est qu'il y en a un qui dit ah ouais, mais moi je verrais bien ça, et puis ah ouais, mais à ce moment-là, moi je pourrais faire tel riff de guitare, et puis ça se développe, et puis voilà. Après, on garde ou on garde pas, mais des fois on atterrit sur un truc qui est assez loin de la version d'origine. Alors vous avez un projet d'enregistrer un EP. Hein. Comment vous voyez la chose? Vous avez déjà construit quelque chose ou... Alors en fait, on a évoqué le projet ensemble, et puis Seb et Yves ont déjà enregistré avec Maxime ici à Woodstock Guitar, donc dans son studio. Ils avaient enregistré un titre avec lui et ça s'était super bien passé, donc on l'a contacté et puis on s'est vu, on a discuté de ça ensemble. Et on s'est dit qu'on pourrait faire suivant comment ça fonctionne, entre 3 et 5 titres. Et on aimerait bien les jouer en live. C'est-à-dire que lui, il a proposé les deux formules. Soit on enregistrait chacun à son tour, auquel cas, bon, c'est plus compliqué de caser 5 titres. Mais c'est surtout que nous, on est plutôt parti dans l'idée d'enregistrer live. Parce que ce qu'on veut, c'est aussi que le EP soit représentatif de ce qu'on fait sur scène. Et comme sur scène, il y a quand même une bonne part de réactivité à la manière dont les autres jouent. Ça, on ne peut pas l'avoir si on enregistre chacun son tour. Ce qu'on appelle l'interplay en anglais. On ne peut pas vraiment l'avoir, ou alors il faudrait fixer des trucs à l'avance. Et après, du coup, c'est super difficile. Pour l'avoir essayé, je peux le confier que c'est super difficile. On dit ah ouais, mais là on va prévoir un moment où on va faire un truc où on va réagir les uns avec les autres, et ça c'est quasiment impossible à faire. Alors que live, du coup, on peut se lancer un peu dans des improvisations, ou au moins réagir. Yves et Seb, ils peuvent réagir à la manière dont le solo se construit et se développe. Ce qui n'est pas vraiment possible si tu fais un truc où chacun enregistre à la suite. Alors il faut quand même une sacrée expérience pour faire ça, parce que là, vous partez sur un enregistrement, donc du coup, il faut vraiment y arriver du premier coup, quoi. Là, c'est une sacrée prise de risque quand même que vous faites là. Oui,
En même temps, dans cette musique, la perfection n'est pas vraiment ce qui est recherché. C'est-à-dire que si tu prends des groupes de métal moderne, par exemple, quand tu entends les riffs qui jouent, il y a un guitariste que je regardais la dernière fois, là, c'est hallucinant. Là, c'est clair, si tu loupes ne serait-ce qu'une triple croche, il y a tout qui tombe par terre. Mais ça, c'est un type de musique. Nous, c'est plutôt... Ce qui est important, c'est que le groupe soit un et que chacun pousse la chanson vers le même objectif. Donc à la limite, s'il y a un pain au milieu, ben, il y a un pain au milieu. C'est tout. Hein. Moi, je donne toujours cet exemple. C'est pas pour autant qu'il faut faire des pains tout le temps, on est bien d'accord, mais je donne toujours cet exemple de Buddy Guy. Il aime distribuer à manger, tu sais. Buddy Guy, quand il fait une fausse note, il essaye pas de l'escamoter, non. Il reste dessus, il la répète 2 ou 3 fois. En disant, ouais, j'en ai fait une, bah, je la refais. Parce que c'est ça que je voulais jouer, et puis voilà. Et j'assume, tu vois. Quelque part, tu prends le risque. Et puis, bah voilà, si tu fais une fausse note, bah, tu fais une fausse note. C'est pas non plus la fin du monde. C'est le spectacle vivant. Ouais. On est là aussi, il y a une spontanéité qui est là et qui fait plaisir aux gens aussi. Tout à fait. Je pense que il faut dépasser le cadre de la performance. Moi, ce qui me ravirait, c'est si les gens écoutent les morceaux et qu'ils se sentent embarqués par le morceau. Plus que d'écouter le chorus de guitare et puis à un moment il y a un buzz ou une corde qui glisse et tu vois et voilà, mais ça c'est pas l'important quoi. La prise directe, ça permet de garder ce côté vivant quoi, de la musique en fait quoi. Hein. C'est ça surtout qu'on veut garder. Keep the feel. Ouais, être au plus proche de ce qu'on fait sur scène. Au niveau du démarchage du groupe, comment vous faites? Est-ce que vous avez un manager ou bien vous êtes... Bah, je dirais que malheureusement, comme beaucoup de groupes, on se dépatouille par nous-mêmes. Et c'est vrai que ne faut pas se le cacher, c'est devenu de plus en plus difficile, surtout dans la région. On a la chance de temps en temps qu'on nous appelle, donc voilà, bon, ben, on peut fonctionner comme ça, mais chercher des dates, ça devient de plus en plus difficile. Alors s'il y a une bonne âme qui cherche à ajouter une bonne formation blues rock dans son catalogue à proposer dans des scènes locales, nous on est bien sûr partant parce que c'est vrai que c'est difficile de trouver. D'abord, il y a beaucoup de groupes qui cherchent, et puis il y a de moins en moins d'endroits qui programment, dû au problème de législation sur le bruit, et puis la crise économique aussi. Donc là, on parle de festivals, de choses comme ça, mais vous allez jouer dans des bars aussi ou... Oui, bien sûr. En fait, on n'est pas, comment dire, fixé sur l'un ou sur l'autre. L'essentiel, c'est que les conditions soient bonnes. On n'a pas forcément besoin d'une grande scène avec du gros matos pour sonner, tu vois. On peut sonner dans un bar ou dans une salle de resto. On l'a fait plein de fois. On peut plus se permettre de faire la fine bouche, toi. Quand on a une date, eh ben, on la prend, puis après, on fait avec les aléas de l'endroit, et puis ça permet... Ouais. C'est aussi comme ça qu'un groupe, toi, progresse, parce que tu travailles plein de choses, même dans des endroits où parfois c'est pas fait pour la musique. T'as pas du tout un auditorium qui vient forcément pour t'écouter, et tu dois faire avec. Et tu dois essayer d'exister, et ça fait travailler plein de petites choses entre musiciens, tout ce que tu peux aller chercher chez l'un ou chez l'autre. Et puis bah ça permet de jouer quoi. Donc, Vous débarquez avec votre matériel, vous avez ce qu'il faut, sono, Ouais. voilà. Et donc On est autonome et c'est puis parti. c'est vrai que il y a des joies différentes suivant l'endroit dans lequel tu joues. Si tu joues à Lange à Guebwiller ou si tu joues sur la scène de Woodstock Guitar, c'est pas la même chose. Et donc forcément, tu vas faire le truc éventuellement différemment, quoi. Sur la scène de Woodstock Guitar, il faut occuper l'espace, il faut quand même envoyer du bois. t'as le droit de monter le volume. Voilà. Ouais. Ce qui n'est pas toujours le cas dans les bars. Et dans les bars, il faut jouer en général plus longtemps. Il faut aussi tenir compte du public qui éventuellement n'est pas forcément venu pour écouter de la musique, mais des fois juste pour boire un coup. Donc il faut aller les chercher.
C'est vraiment un exercice différent, mais les deux sont intéressants. On l'a déjà fait, tu vois, on a fait. Alors, moi, j'ai déjà remarqué pour avoir joué dans les bars, souvent les patrons de bars connaissent bien leur salle et ils nous aident vachement pour le son. En fait, tu parlais de l'Hôtel de l'Ange, par exemple. Franco, à l'Hôtel de l'Ange, il va vraiment nous filer un coup de main pour faire la balance du groupe. Et c'est pareil, on a vu ça. Déjà, Franco, comme il est lui-même musicien, c'est vrai que c'est plus simple. Parfois, alors, tu as des patrons d'établissements qui sont pas du tout musiciens et la seule chose qu'ils disent, pas fort. Ouais. Quand ils voyaient un batteur arriver avec une savale, oh là là. Ouais, c'est ça, c'est l'inquiétude. Ouais, après, je crois aussi qu'il faut que les gens qui tiennent des établissements et qui ne sont pas musiciens se rendent compte que nous, si on vient proposer une prestation, nous, on sait ce qu'on fait. Tu vois, eux, ils sont derrière leur bar ou derrière leur cuisine. Moi, je ne vais pas aller voir comment ils font la cuisine et leur dire comment on fait une pâte feuilletée ou comment on fait cuire des fleischnacka. Alors que moi, quand je viens, bon, j'ai quand même, ça fait 40 ans que je joue de la musique. Tu vois, si j'installe mon matos et que je règle le truc, je sais comment ça fonctionne. Donc, il faut se relaxer, il faut souffler un bon coup et puis faire confiance au groupe qui vient. Et il va faire ce qu'il faut. Parce que notre but, c'est pas d'assourdir les gens qui sont dans le club. Déjà, on joue pas vraiment fort, on n'est pas vraiment une formation avec une musique qui pousse forcément les décibels. Et donc, on est très, très adulte et on est capable de s'adapter à l'endroit. C'est sûr que si c'est une salle de resto où il y a 25 couverts, tu vois, tu vas pas envoyer la sauce comme tu vas faire dans une grande salle ou sur un festival en plein air ou sur la fête de la musique. On est musicaux-responsables. Voilà. Ah, voilà. Ça marche bien, ça. Ça, c'est une belle Formulation. Belle formulation, ouais. I've been told
Alors, Jeepus, tu as plusieurs cordes à ton arc. Hein. On sait que, alors, non seulement tu es guitariste, chanteur chez les Blues Dogs, mais en plus, tu animes une jam. C'est toi qui fais l'animation. Hein. Je crois que ça se passe chez André, à Oui. Mulhouse. Tu peux nous en dire un peu plus sur bien cette jam? En fait, au courant novembre, début décembre, André, qui est en fait un percussionniste de l'orchestre de Mulhouse, m'a contacté parce qu'il était venu une fois au jam que j'organisais au Greffier, il y a de ça quelques années, avec Pascal Gutt, qui tenait l'établissement. Et il m'a dit, ah ouais, j'aimerais bien, j'ai un bar, j'aimerais bien relancer des jam sessions, est-ce qu'on pourra en discuter? Alors je suis venu le voir donc, dans son bar qui se situe rue de la Justice, au bout de la rue du Sauvage à Mulhouse. Et on a commencé à discuter, voir comment on pouvait mettre les choses en place. Donc en fait, on a fait une première tentative au mois de décembre qui a bien fonctionné. J'avais fait un peu du tapage auprès des groupes locaux sur Facebook pour leur proposer donc cette jam session. Donc c'est une jam session centrée autour du blues. La raison pour laquelle je l'ai centrée autour du blues, c'est parce que je connais l'idiome, donc je suis capable avec mes deux acolytes d'accompagner d'autres musiciens si éventuellement il y a besoin d'un soutien. Donc l'idée c'est que on est une section rythmique. Donc moi à la guitare, Piero Bauer à la batterie et Ben Seiler à la basse, qui sont les deux comparses du Flo Bauer Blues Project et qui ont joué avec moi dans le temps dans Mojo New Line. Et nous on fait la rythmique, on fait le house band comme on dit aux États-Unis. Et ensuite les musiciens qui viennent pour jouer viennent avec nous. Et puis on se met d'accord sur un morceau qu'on veut jouer. Et puis voilà, on les accompagne et on essaye de les mettre en avant. Donc moi, je suis légèrement en retrait par rapport à ça. Bon, souvent, je suis obligé de chanter parce que des chanteurs, il y en a assez peu qui viennent. Donc, par exemple, donc c'est une fois par mois, c'est le dernier mercredi du mois. Et donc, l'entrée est gratuite. Donc on peut venir assister aussi à cette jam, même si on n'est pas musicien. Si on est musicien, on peut envoyer un petit mot sur la page Facebook de l'événement et puis dire ah, moi j'aimerais bien venir avec ma guitare et jouer un ou deux morceaux. Voilà. Et puis après, moi j'essaye de faire en sorte que tout le monde puisse jouer et j'essaye de mettre les gens ensemble pour que ça tourne un peu, quoi. Pour éviter qu'on se retrouve avec un sex machine qui dure 25 minutes et où personne n'arrive à faire la fin. Parce que l'idée, c'est quand même que tout le monde joue, donc il faut faire bouger les titres de façon à ce que chacun puisse s'exprimer. Donc, donc on a fait décembre, janvier, février. La prochaine, c'est le 29 mars. Donc sur scène, il y a 2 amplis guitare, il y a un ampli basse et il y a une batterie. Et donc les batteurs et les bassistes sont également les bienvenus. Comme ça, Pierrot peut faire une pause, Ben peut faire une pause. Seb, par exemple, est venu à celle de janvier, je crois. Et voilà, donc n'hésitez pas à venir et à venir partager. Alors, j'ai mis un mini répertoire de blues sur la page de l'événement que je renouvelle à chaque fois pour donner une idée aux gens si vraiment ils sont pas très férus dans le blues, ils ont au moins une liste d'une vingtaine de morceaux sur lesquels ils peuvent éventuellement travailler un morceau. Voilà, alors c'est blues au sens large, on peut faire aussi un peu de rock and roll, ça peut éventuellement tirer vers un truc un peu jazzy. L'essentiel c'est que tout le monde puisse jouer ensemble, c'est ça l'idée. Ok, donc on rappelle l'adresse, c'est chez André. 4 rue de la Justice à Mulhouse, donc tout au bout de la rue du Sauvage. Et donc ça démarre en général à partir de 20h30, 20h45 jusqu'à quasiment minuit. Très bien. Tu as une autre corde à ton arc, Jeepus, tu as une émission donc sur MNE. Ouais, sur Radio MNE depuis maintenant 9 ans. C'est une émission qui s'appelle Kind of Blues. Donc elle est bimensuelle, donc tous les 15 jours, le lundi soir de 19h30 à 21h, en alternance avec une émission de jazz de mon ami Salah,
jazz à tous les étages. Donc je présente en général 4 nouveaux albums, à savoir qu'il y a énormément de productions récentes. Une chose qui m'a un peu surpris quand j'ai démarré cette émission de radio, parce que je ne pensais pas qu'il y avait autant de gens qui jouaient du blues. Et surtout, donc je fais aussi un retour en arrière sur un album marquant. Des fois, c'est des choses que les gens ne connaissent pas, donc ça peut être un vieux bluesman, mais ça peut être aussi un enregistrement plus moderne, mais que les gens ne connaissent pas forcément. Par exemple, des gens comme Mighty Mo Rogers ou des gens comme des bluesmen un peu plus obscurs, Larry McCray par exemple, ou des gens comme ça. Je fais aussi des interviews de groupes locaux, des groupes qui jouent du blues. J'ai aussi des rubriques sur les publications, sur les livres autour du blues. Donc ça dure 1h30 et puis en général une quinzaine de titres qui sont diffusés. Je donne un peu des éléments biographiques, puis savoir qui joue sur le CD, parce que pour les musiciens c'est toujours intéressant, savoir qui joue la batterie et à quel moment. Voilà. Donc c'est un peu ça l'émission, voilà, c'est ça le concept. Très bien, on écoutera les Blues Dogs un jour. Mais oui, on a été invité d'ailleurs à Radio MNE une fois pour faire un shtamala avec Francine. Et puis j'espère qu'on va pouvoir retrouver les auditeurs à nos prochains concerts. Et en attendant, venez à la jam du 29 mars. Et puis comme ça, on pourra taper un bon bœuf ensemble. Parfait. Bon, il ne me reste plus qu'à vous remercier à tous les trois d'avoir participé à ce 3e podcast. Je remercie aussi donc Woodstock Guitar qui nous accueille, qui accueille ce podcast pour la 3e fois. Et donc longue vie au Blues Dog. Merci. Et à très bientôt Philippe, sur scène. Longue vie à Sound of Alsace Band.